y aller. Donc, comme d'habitude, on va procéder à une formalité qui nous est chère, c'est-à-dire la désignation de notre secrétaire de séance. Y a-t-il des volontaires, à part François? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour désigner François comme notre secrétaire perpétuel de cette instance? Donc, qui est pour désigner François? Merci de cette belle unanimité. Deuxième point, non, il n'a pas voté, mais il est d'accord. Il n'ose pas, il est timide. Donc, deuxième point, c'est l'approbation du procès-verbal de notre dernière réunion. Y a-t-il des demandes de correction, de modification, de précision? Non. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer à l'approbation. Donc, qui est pour approuver ce compte rendu? Jean-Louis, tu n'as pas levé la main, tu as dit non, c'est bon, tu es pour aussi. Donc, autrement, c'est juste pour bien comptabiliser les éléments. Donc, ce point-là est approuvé. Donc, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet de notre conseil municipal. Et c'est Martine qui commence avec les décisions modificatives de l'exercice 2014, de notre budget principal. Voilà, 2024. 2024, j'ai dit quoi? 14. Fatigué, ouais, de 14. On rajeunit, moi je veux bien gagner 10 ans, mais on a du mal. Pardon, donc c'est bien 2024 dont nous sommes en train de parler. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, décision modificative du budget principal 2024, mais pour la section investissement. En fait, il y a deux éléments qui motivent cette décision. Tout d'abord, si on regarde d'ailleurs la fin, c'est une opération patrimoniale qu'on a valorisée, vous le voyez, autour de 180 000 euros. En fait, c'est un don immobilier à la commune qu'on a ainsi inscrit dans l'inventaire par cette valorisation. Tout le reste correspond à des transferts de crédits de chapitre à un autre. Dans le cas du budget d'investissement de cette année, y compris pour les recettes, c'est un transfert de crédit d'un chapitre à un autre. Est-ce que vous avez des questions? Non, je ne vois pas de main se lever. Oui. Je serai porte-parole d'Olivier. Prends le micro s'il te plaît Pascal, comme ça on peut t'enregistrer. Donc bonsoir. Même à distance, Olivier... Voilà, je serai porte-parole d'Olivier Picard qui m'a demandé... De porter ses propos aujourd'hui. Il souhaiterait que cette maison soit un lieu d'accueil pour les personnes à la rue et leur permettre aussi d'avoir une douche et des sanitaires. Voilà, un accès libre. Okay. Et moi, je rebondirai sur le sujet d'Olivier en disant que ce qui serait bien pour la ville, par contre, pas la maison, je pense pas, je trouve que c'est pas très plausible, mais par contre, je défendrais les sanitaires et une douche, un accès comme les toilettes aujourd'hui avec un jeton. Ça serait bien pour la ville. Ok. Alors, d'abord, on va remercier la personne qui nous a fait le legs. On l'avait déjà passé là-dessus. Et c'est toujours, je dirais, plaisant et agréable d'avoir ce legs. Bon, la personne nous a demandé explicitement de garder l'anonymat. Donc, c'est pour ça qu'on ne la remercie pas par son nom, mais cette maison. Alors, effectivement, restera à mettre en route qu'est-ce qu'on fait de ce legs-là. On l'a eu physiquement il y a une dizaine de jours. Plusieurs usages sont possibles. À nous, autour de cette table, de décider qu'est-ce qu'on en fera. Je rappellerai juste qu'on a quand même un accueil possible qui est notre accueil d'hébergement d'urgence où il y a à la fois sanitaire, WC et même point de couchage. Bon, complexité pour le gérer, etc. Mais effectivement, bon, à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On prend note de vos suggestions désirata. Merci. Donc, je ne sais pas si tu as fait voter, non, Martine. Non, je n'ai pas fait voter, donc on va faire voter. Alors, qui est pour cette décision modificative? Merci. Merci. Tu gardes la parole pour le point suivant. Pardon. Voilà. Donc, qui est l'approbation du rapport numéro 5 de la commission locale d'évaluation des charges transférées
avec la communauté de communes. On a déjà donc eu certains tableaux de cette façon. La CLEC se réunit en général pour les transferts de charges entre les communes de notre intercommunalité et la communauté de communes. Aujourd'hui, celle qu'on vous présente correspond à plusieurs points, notamment une retenue sur l'attribution de compensation avec l'intercommunalité, qui est relative au bureau donc, de l'Office de tourisme de Revel. Pourquoi? Parce que les 4 communes qui ont un bureau d'information touristique, Revel, Les Camas, Saint-Félix et Sorèze, se sont réunies et donc ont décidé ces compensations comme celles que je vous présente pour Revel. Donc le montant qui a été validé par la CLEC est un montant annuel de 12 000 €. Qui sera retenu à partir de 2024, mais sur l'année 2025, le temps que toutes les délibérations aient lieu, parce qu'en fait, quand il s'agit de charges transférées, il faut que tous les conseils municipaux des 28 communes le votent. D'où le fait que ça va prendre un petit temps et que ce sera finalement effectif sur 2025 avec rattrapage. Dans ce rapport que vous avez eu, il y avait aussi pour information la création du service public de la petite enfance, et également une information sur le transfert de la compétence eau et assainissement qui interviendra au 1er janvier 2026. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments? On les avait discutés, si vous avez en tête, en conseil communautaire, hein, ces 4 points par rapport à ça. Des questions? Non. Donc il reste ça va passer au vote. À voter. Voilà qui est pour. Merci. Et vous savez que c'est un processus qui est concomitant avec l'Interco. Hein. L'Interco, nous l'avons voté. Et maintenant, dans chaque commune, nous votons ce rapport. Et il faut qu'il y ait dans les 3 mois concomitance des approbations, à la fois en conseil communautaire et en conseil municipaux respectifs. François, le 3e point sur les tarifs du terrain dans les cimetières. Du terrain nu dans les cimetières. Par délibération du conseil municipal du 20 juin 2024, la commune a approuvé la tarification des emplacements équipés de caveaux dans le cimetière à Ferréol. Dans les autres cimetières, il convient d'actualiser le tarif des terrains nus qui n'a pas évolué depuis 2022 et pour lesquels il est proposé 2 superficies, à savoir 3 mètres carrés et 4,5 mètres carrés. À ce titre, je vous propose d'actualiser ce montant pour le fixer à 100 € le mètre carré pour 30 ans, 170 € le mètre carré pour 50 ans. Y a-t-il des questions? 100 par mètre carré pour 30 ans et 170 pour 50 ans. Il n'y a pas de questions? Qui est pour? Merci. Hein, c'est dans le cadre de l'extension de notre cimetière, bien évidemment. Martine, le point suivant est aussi pour toi. Oui. Revel donc, est adhérent à l'association Ville et Métiers d'Art et donc depuis le début de notre mandat, alors soit Alain Magnin, soit Catherine Février, soit moi-même, on a pris l'habitude de participer chaque année à leur assemblée annuelle qui est bien sûr sur tout le territoire français. Donc là, elle s'est déroulée hier, en fait, cette assemblée générale à Moulins, hier 26 septembre, et Catherine Février, qui arrive à l'instant, qui en revient, donc que je remercie, a accepté de faire le déplacement, un peu long, mais en tout cas, qui permet de voir les actualités de ce réseau, qui nous permet de valoriser les métiers d'art et qui sont un point d'intérêt très important pour nous. Voilà, donc au titre de ce déplacement, je souhaitais vous demander le remboursement de frais de déplacement que Catherine a eu pour aller à cette assemblée à Moulins. Bien sûr, c'est sur la base des montants forfaitaires prévus par la réglementation et pour le train sur la présentation d'un état de frais. Donc Catherine qui est là, donc ça s'est bien passé en tout cas le déplacement. Voilà. Toujours beaucoup d'actualités intéressantes pour l'année qui vient. Et merci encore. On passe au vote. Donc, qui est pour autoriser ce remboursement de frais à Catherine? Qui va s'abstenir, bien évidemment. Et non, c'est pas le style.
Ouais. Donc qu'on remercie, et sachant que pourquoi on le passe, et je pense que c'est une des rares fois où on a passé ce genre de remboursement, puisque on ne se fait pas rembourser les frais, mais là, compte tenu que c'est nous qui avions demandé à Catherine de nous représenter du montant important, entre guillemets, à supporter pour nous représenter, il nous semblait logique et normal que cette indemnisation soit portée. Et merci encore à Catherine d'avoir pris du temps et de l'énergie pour pouvoir nous représenter à cette réunion-là qui est importante pour nous. Donc très sincèrement, merci. Et merci à vous d'avoir approuvé ce remboursement. Point suivant, c'est moi qui vais le traiter, c'est l'appel à projet acte dans le cadre de l'appel à projet chaîne saison 3 porté par la Fédération nationale je vais reprendre mes éléments, des collectivités concédantes et des régies, FNCCR. Alors pour faire simple et pour vous expliquer, vous savez qu'on est depuis le début de notre mandat 2020 engagé dans la sobriété et la réduction de nos consommations. On avait fait déjà partie d'un appel qui nous avait permis, avec l'ADEME, etc., de bénéficier de subventions. Et là, on a pu, en collaboration avec la commune de Fonsorbe, c'est bien ça, de présenter un dossier d'appel à projet qui nous permettait d'avoir 50% de subvention. Donc notre candidature a été retenue, c'est qu'il nous permettra de financer 50% à peu près du logiciel qui nous permet de suivre les consommations de nos bâtiments publics, avec en particulier un focus sur les bâtiments qui font plus de 1000 m², sachant qu'on doit, dans le cadre de la loi, arriver à des réductions de l'ordre de 40% les premières années et un peu plus, jusqu'à 70% en fin du programme, et des points d'éclairage lumineux de la ville. Et on a voté dans cette même assemblée le passage en LED de beaucoup de points lumineux. On est à peu près à 2/3 du remplacement des anciens points en LED, ce qui est une belle progression. Et on avait aussi voté le fait d'éteindre pour les points lumineux qui n'étaient pas en LED une certaine partie de la nuit, 23h, 5h du matin, pour économiser. On suit ces consommations et je dois avouer qu'en termes de consommation, les économies en termes de consommation sont significatives puisque c'est de l'ordre de 40% d'une année sur l'autre, mais qui ne se traduit pas trop en termes budgétaires parce qu'avec l'augmentation des coûts, c'est en euros, c'est à peu près le même montant. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris ces mesures-là, on aurait vu notre consommation augmenter de 40%. Et vous avez en tête que, je vous rappelle que la consommation électrique et les consommations, c'est à peu près 700 à 800 000 euros par an. Donc vous voyez l'impact de 40% sur un budget comme le nôtre. Donc on continue dans ce texte-là, on se renforce et on fait le suivi point lumineux par point lumineux, bâtiment par bâtiment. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le dossier déposé par les communes avec comme coordinateur la commune de Fonsorbe. Bon, vous avez vu que Benoît fait travailler les autres. Donc, de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette affaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Non. Donc, qui est pour? Merci beaucoup de votre unanimité. Point suivant, c'est Martine, qui a des admissions en non-valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en récupérera pas l'argent. Voilà, donc cette délibération est à la demande de monsieur le trésorier de Revel pour 2 cas, des créances irrécouvrables dont le recouvrement s'avère impossible après toutes les diligences effectuées. Donc il s'agit là d'une somme de 723,68 € et une demande pour une créance éteinte par décision de justice pour 29,96 €. Voilà, donc oui, je précise que le gros montant, en fait, c'est surtout des impayés de cantine. Donc on a pour principe que, malheureusement, et même si les familles ont des difficultés pour payer la cantine, on n'interdit pas, même s'il y a une somme qui est due, aux gamins de venir manger à la cantine, bien évidemment. Donc on essaye de récupérer les sommes au maximum.
mais certaines familles n'arrivent pas à payer les cantines. Enfin, on se fait comme règle de ne pas refuser un repas à un gamin qui vient dans nos établissements. Donc voilà pourquoi la somme, qui représente une année, est relativement importante, mais à rapporter au montant global des repas de la cantine. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Donc, je vous demande... Oui, c'est le droit, enfin, les 29 €, c'est un droit de place sur un commerce qui n'a pas pu régler, qui a été mis en liquidation. Voilà, pour répondre à la question d'Annie. Donc, je vous demande d'approuver l'admission non-valeur de ces créances irrécouvrables ou éteintes pour les montants que je vous indiquais. Qui est pour? Sachant qu'on a peu de choix là aussi, si ce n'est de constater qu'il faut prendre ça. Alors, Jean-Louis, le dossier qui te passionne, le gardiennage des églises. Et il nous fait le coup du micro qui ne marche pas. Voilà. Merci pour le dossier. Je t'en prie, t'es le bienvenu, Jean-Louis. Donc, l'indemnité de gardiennage des églises communales. Donc, la commune de Revel attribue annuellement une indemnité de gardiennage des églises communales au taux maximum. Celle-ci peut faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. Donc le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice a été revalorisé à 503,42 €. Je vous propose de fixer pour 2024 et pour les années futures, en l'absence de revalorisation, l'indemnité accordée à Monsieur le curé à 503,42 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, Jean-Louis, jusqu'au bout. De connaissance de ta position. Non. Donc, cela respecte la loi de séparation des églises et de l'État. D'accord. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc qui est pour? Eh bien merci, et merci à toi, Jean-Louis, d'avoir présenté ce point. Point suivant, c'est la création de postes et modification du tableau des effectifs. Alors là, ce n'est pas la création de nouveaux postes. Par rapport à ça, je vous épargne la liste que vous avez reçue dans votre dossier. Il s'agit là d'accompagner les grades et les échelons qui sont acquis soit par l'ancienneté, soit par des concours qui peuvent être passés par nos agents. Et donc, on est obligé de faire suivre, pour pouvoir suivre ces grades, en particulier, de modifier notre tableau des effectifs. Donc, c'est ce qu'on vous propose ici. Donc, et chaque fois, vous êtes maintenant habitués, on est obligé de créer les postes, on ferme les autres, et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que, par rapport à cette liste, vous avez des questions, des remarques? Non. Donc, je vous propose de passer au vote par rapport à ça. C'est quelque chose d'assez logique et normal, et on refermera bien évidemment les postes à un moment donné. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Point suivant, c'est toujours moi l'absence de Marielle, c'est la conclusion d'un contrat d'apprentissage au service Espace Vert. Une fois de plus, on essaye d'encourager la formation, et en particulier quand on a la possibilité de recruter des apprentis. On avait demandé la possibilité à l'État d'avoir 2 apprentis, nous en avons accordé 1. Il a fallu qu'on choisisse le service et on a choisi un service à espace vert, puisqu'on a de plus en plus d'espaces verts à entretenir dans notre commune, avec toutes les problématiques qu'on connaît bien, d'interdiction des désherbants, etc., qui demandent davantage de main-d'œuvre. Et on arrive à allier cette nécessité avec la possibilité de formation d'un apprenti. Donc c'est pour ça qu'on vous propose de recruter un poste d'apprenti sur nos espaces verts. Est-ce que vous avez des questions, Catherine? Ça marche, tu peux y aller.
Est-ce que, comme pour les entreprises privées, la commune peut bénéficier de l'aide de l'État sur les Oui, on peut. C'est pour ça qu'on a eu comme poste sur les deux, et on peut bénéficier d'une partie d'aide, mais qui est assez, comment dirais-je, modeste, mais peu importe, parce que ça donne la possibilité à un jeune de participer, de trouver son premier job, et on est content de pouvoir le faire. Voilà. Oui, on bénéficie d'aide, exactement. D'autres questions? Donc, qui est pour? Eh bien, je vous remercie. Point important de notre ordre du jour, c'est le point suivant. Et Alain, je te laisse le soin de le présenter. Oui, il s'agit d'instaurer une aide au loyer commercial pour les artisans d'art. Je suis assez heureux de rapporter cette délibération. Je serai encore plus heureux quand vous l'aurez voté, bien entendu. Il s'agit, comme vous l'avez dans votre délibération, tout à la fois d'anticiper le lancement de la pépinière artisanale, qui devrait voir le jour en 2026. Voilà. Comme c'est rappelé dans votre délibération, mais surtout de venir également contribuer à l'amélioration de la vacance commerciale qu'on peut constater en cœur de ville. Et c'est pour ça que cette opération, le périmètre de cette opération sera celui de la zone ORT, c'est-à-dire les opérations de revitalisation du territoire. Et vous avez le plan joint à la délibération. Alors, grâce au réseau Ville et Métiers d'Art, on avait envisagé plusieurs hypothèses, que ce soit avec Catherine et Martine. La plus utilisée, d'ailleurs, dans le réseau Ville et Métiers d'Art, pour les communes petites ou moyennes du secteur rural, c'est de procéder à l'acquisition de locaux et de les louer à un tarif préférentiel. Mais il se trouve qu'en fait, on est une ville importante sur laquelle le foncier est cher. Et on a une dynamique commerciale aujourd'hui toujours qui entretient ce secteur. Donc il nous a paru plus simple finalement d'aider directement les artisans une fois qu'ils ont effectué leur démarche vis-à-vis des bailleurs. Donc vous avez le règlement qui vous a été joint. Vous avez vu que nous avons souhaité limiter le temps d'aide à 2 ans, de limiter le montant de l'aide à 50% d'un loyer, en instaurant aussi un prix plafond du loyer pour éviter un effet éventuellement d'aubaine de certains propriétaires. 8 € du mètre carré, c'est à peu près ce qu'on trouve dans des loyers assez raisonnables du cœur de ville. Assez raisonnables. Et donc beaucoup de commerces, certains commerces ont du mal à se louer parce qu'ils sont au-dessus de ce loyer. Et on a aussi limité le montant global à 6 000 € sur les 2 ans. Voilà, donc le détail des modalités d'obtention et les conditions sont dans le projet de règlement que vous avez pu consulter. Je vous précise également que les crédits sont inscrits au budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions ? Excusez-moi, parce que je n'ai pas dû bien lire l'annexe. Les 8 € du mètre carré, c'est la référence du loyer ou de l'aide ? Du loyer. C'est la référence du loyer. C'est ça. C'est-à-dire que si une personne désire prendre un local à 10 € du mètre, on limitera à 8 €. 8 €. C'est pour éviter l'effet d'emballement des Exactement. Des C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un effet d'aubaine d'un bailleur qui dise comme on va t'en rembourser 50%, ce qui vaut 8, tout d'un coup, vaut 10, 12, 13, 14. Oui. Donc c'est pour rester et pour éviter une inflation des autres loyers. Donc c'est un petit peu ça. Prends le micro, autrement après on a du mal à... Et s'il paye 6 ? Oui, le 8 €, c'est la base maximum, mais s'il paye 6 € de loyer, il prendra 6 €. Oui, bien sûr. Pas 8. Voilà. Bien sûr. On calculera la subvention sur le loyer réel. Oui. Voilà. Et ceci, si on la vote là-dessus, ça fait partie de tout ce qu'on essaye de mettre en place pour soutenir les artisans d'art dans notre ville, qui s'inscrit dans les supports qu'on peut importer à Imara, quand on peut, même si c'est pas nous, le lycée, j'allais dire, quand c'est pas nous, parce qu'on ne finance pas le lycée, je voudrais pas qu'on dise qu'on finance le lycée, mais dès qu'on peut l'aider, donc c'est le projet de pépinière artisanale, c'est tous ces éléments-là qu'on essaye de mettre en œuvre pour justement là-dessus. Alors on a pris la liste des artisans d'art telle qu'elle est, et des métiers d'art telle qu'elle est faite. On n'a pas ni enlevé ni rajouté des éléments parce que voilà, le but c'est d'arriver à recréer cet écosystème qui permette de nourrir les uns les autres. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Très bien. Donc, alors, si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ?
Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci beaucoup. Et une avancée, là aussi, je pense, dans le bon sens. François, tu vas nous parler du marché pour l'éclairage public du matériel. Dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, donc, par délibération du 10 novembre 2022, la commune avait adopté un plan de sobriété énergétique dont un volet était relatif à l'éclairage public. Une des mesures concernait l'extinction de l'éclairage public de 23h à 5h dans les zones non équipées de diodes électroluminescentes et non couvertes par la vidéoprotection. L'éclairage public permet d'illuminer l'espace public afin de se repérer dans l'espace, se déplacer et ou encore sécuriser les personnes et les biens pendant les heures où la lumière naturelle est insuffisante ou absente. Il permet également de mettre en valeur le patrimoine architectural de la commune et certains espaces. C'est un enjeu important et le second poste de dépenses énergétiques après le chauffage et l'éclairage intérieur des bâtiments. Le parc de la commune est composé de plusieurs générations de luminaires, à savoir des ballons fluorescents à vapeur de mercure, des lampes au sodium, des lampes à iodure métallique ou de LED. Depuis 2013, la commune a mis en place des programmes pluriannuels de modernisation de l'éclairage public, dont un des objectifs est le passage à LED de l'ensemble du parc pour 2026, soit 3500 points lumineux. Pour mener à bien cet objectif, un accord cadre multi-attributaire à marché subséquent a été lancé pour la pose et la fourniture de matériel d'éclairage public. En application des articles L 2125-11, R 2162-1 à R 2162-2 du Code de la commande publique, l'accord cadre serait passé sans indication de montant minimum. Le montant maximum des prestations pour la période initiale de l'accord cadre, 1 an, est défini comme suit. Fourniture de matériel d'éclairage public, 800 000 € hors taxe. Pose de matériel d'éclairage public, 450 000 €, toujours hors taxe. Fourniture de détecteurs, 160 000 € hors taxe. Le montant des prestations est identique pour chaque période de l'accord cadre, soit un total pour les 3 ans défini comme suit. Fourniture de matériel d'éclairage public, 2 400 000 € en hors taxe. Pose de matériel d'éclairage public, 1 350 000 €, toujours pareil hors taxe. Fourniture de détecteurs, 480 000 € en hors taxe. En fait, c'est 3 fois le montant annuel, quoi, hein, pour simplifier. Pour retenir les titulaires, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 26 avril 2024. La date limite de remise des offres était fixée au 27 mai 2024. La procédure retenue a été celle d'appel d'offres ouvert en application, je vous ai lu les articles tout à l'heure, du Code de la commande publique. Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction de la valeur technique des offres et du prix. 12 offres ont été reçues, avec au moins une offre par lot. Après examen des offres en interne, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Fourniture du matériel d'éclairage public, Lighting France, Tesco, qui se trouve à Saint-Orens-de-Gameville, la première se situe à Paris, l'éclairage technique Eclatec à Maxéville, ça c'est pour le premier lot, fourniture matériel d'éclairage. Le deuxième lot, pose de matériel d'éclairage public, nous avons la SPI City Networks à Albi, l'entreprise Bard Sud-Ouest à Bourg-Saint-Bernard, Eiffage Énergie Système Sud-Ouest à Castanet-Tolosan. La fourniture de détecteurs, Keia à Toulouse et Signify France à Suresnes. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à admettre les candidatures attributaires à signer les accords cadres à intervenir avec ces entreprises. Y a-t-il des questions? Alors moi je voudrais préciser que c'est des montants maxi et il n'y a pas de montant mini. Et pour vous rassurer, parce que quand vous additionnez les 3 ans, ça fait 4,2 millions, on estime le montant total sur les 3 ans à venir pour finaliser la pose, en particulier de l'aide, entre 600 et 700 000 € sur les 3 ans. Juste pour vous rassurer et vous permettre de respirer par rapport à ça. Mais on se donne les moyens de passer les marchés, donc on les a, mais l'estimation sur ce poste-là d'investissement de dépenses, c'est entre 600 et 800 000 €, puisqu'on a fait déjà 2/3 de ce qu'on doit faire. Voilà. Pas de questions? Qui est pour?
Merci. Merci. Donc je continue. Oui, là ça va nous coûter moins cher, donc ça va. Oui, mais enfin, c'est pas très gai, comme bien fait, on y va. Travaux d'extension du cimetière au lieu dit Ferriol, avenant numéro 1 au lot numéro 2. Par délibération du 4 avril 2024, le conseil municipal a attribué les marchés de travaux pour l'extension du cimetière au lieu dit Ferriol. 3 lots ont été passés. Le lot numéro 2, fourniture de caveaux, a été attribué à la société Stradal, qui se trouve à Saint-Gilles. La commune a été informée de la cession du fonds de commerce de cette société à la société Bérail. En conséquence, un avenant de transfert qui n'a aucune incidence financière doit être réalisé. Je vous propose d'approuver l'avenant numéro 1 au lot numéro 2, fourniture de caveaux à passer avec la société Bérail, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'avenant à intervenir. Voilà, c'est juste une régularisation puisque la société a été rachetée et uniquement cela. Donc il n'y a pas d'incidence financière sur cet avenant. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous. Alors après, là c'est plutôt sur quelque chose, c'est un sujet qui arrive à moyen terme puisque on parle de mars 2025, mais il faut qu'on anticipe comment on veut gérer notre cinéma municipal. Pour le moment, on est sous forme de concession. On vous a joint à la présente note les différents modes de gestion possibles, régie, concession, délégation. Et notre contrat arrive à expiration en mars 2025. Donc nous devons décider aujourd'hui et maintenant si nous voulons continuer la même façon de gérer notre cinéma municipal, ce qui ne veut pas dire qu'on va attribuer cette concession si on garde le système de concession aujourd'hui, mais que ça va nous permettre de lancer les appels d'offres, bien évidemment, dans les conditions de marché public, si on souhaite renouveler cette façon-là. Notre recommandation est de garder cette concession. On verra un peu plus loin dans le cours de la réunion, mais le rapport sur la concession 2023 est là-dessus. Nous pensons que le système de concession, indépendamment, une fois de plus, du concessionnaire, est la bonne façon de gérer, parce qu'en régie, ça serait très compliqué. On n'a pas de connaissances et de particularités pour gérer nous-mêmes directement cet élément-là. Donc, on vous recommande de garder le système de concession, si vous en êtes d'accord. Je ne reprends pas tous les détails qu'il y a dans les éléments, hein. Vous avez lu les plus et les moins de chaque système de concession, délégation, régie. Vous êtes maintenant habitués à ce genre de points et de démarches. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on participe et qu'on finalise le vote ? Non, ça paraît clair par rapport à ça. Donc je vous propose d'approuver la poursuite de l'exploitation du cinéma Cinéjet dans le cadre d'une concession de service public, d'approuver le rapport de présentation exposant le contenu des principales missions que devra assurer le délégataire, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à Monsieur le maire, c'est-à-dire à moi, de préparer le cahier des charges et de négocier les conditions définitives de l'exploitation. On pourra faire bouger par rapport à la convention actuelle telle qu'on l'a, pour s'il faut qu'on la réadapte à la marge sur tel élément, et de me charger, ou mon représentant, de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation du service public. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Martine ? Oui, donc notre commune est commune touristique depuis de très nombreuses années. Le dernier renouvellement en date a été fait par arrêté préfectoral du 15 janvier 2020 et donc cela arrive à échéance au 15 janvier 2025. Je rappellerai que cette dénomination est attribuée aux communes qui mettent en œuvre une politique locale du tourisme, qui offre une capacité d'hébergement au bénéfice des populations non résidentes et qui disposent d'un office de tourisme classé. On peut dire que cette classification est une reconnaissance de la politique touristique d'une commune et donc un facteur supplémentaire d'attractivité et c'est important pour que le tourisme se développe encore et davantage sur notre territoire. Donc je vais vous proposer de renouveler la sollicitation donc, de l'État pour être à nouveau reconnue commune touristique pour 5 nouvelles années.
Est-ce que vous avez des questions? Non. Voilà, donc, est-ce que vous autorisez Monsieur le maire à solliciter le renouvellement de cette dénomination commune touristique selon la procédure du Code du tourisme? Qui est pour? Merci. Bon, sachant qu'on aura un point à régler maintenant qui est nouveau dans le statut-là, c'est l'hébergement des saisonniers. Donc il faudra qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter l'hébergement des saisonniers. Bon, c'est pas trop bloquant dans notre commune, hein, c'est beaucoup moins bloquant que dans des communes plus balnéaires ou plus proches de la côte ou à la montagne qui ont des vrais problèmes pour gérer les saisonniers. Mais c'est un point qu'il faut avoir en tête. On sait qu'on a, par exemple, sur les maîtres nageurs sauveteurs, que je qualifie d'employeurs saisonniers, eux aussi à trouver des façons et les aider à trouver des logements pour la période pendant laquelle nous embauchons. Donc, c'est dans les évolutions de ce statut et de ce label-là, de la dénomination, on aura ce point à débattre là aussi. Le point suivant est pour toi, Pascal? Sur la convention cadre pour les gestions des logements sociaux et des bailleurs sociaux. Donc, nous allons vous proposer une convention cadre de réservation de logements et de gestion en flux entre la ville de Revel et les bailleurs sociaux en Haute-Garonne. La loi Elan numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 est venue modifier les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux et a généralisé, à compter du 24 novembre 2023, une gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux en flux annuel par les réservataires en lieu et place d'une gestion en stock. Alors, je vous fais juste une petite explication. Avant la loi Elan, les droits de réservation des logements sociaux étaient gérés en stock. C'est-à-dire que pour la mairie, par exemple, elle correspondait à un appartement précis, de type précis, qui correspondait, ces deux critères aussi, à un revenu plafond. Donc c'était assez compliqué de positionner les Revellois ou les personnes qu'on pensait susceptibles d'avoir ce logement. Après la signature de cette convention cadre qui va changer la gestion en stock en gestion en flux, ces droits réservataires seront en pourcentage et permettront une gestion plus souple et plus fluide. Alors, par délibération du 20 juin 2024, la commune a délibéré à ce sujet avec l'OPH 31 et la société Altéal. Afin d'étendre ce dispositif à l'ensemble des bailleurs sociaux présents sur la commune, il convient d'approuver une convention cadre. En Haute-Garonne, l'ensemble des partenaires du secteur ont défini les modalités de rédaction et de calcul d'une convention cadre de réservation de logements en gestion en flux. La convention cadre prend en compte les objectifs quantitatifs et qualitatifs définis par les documents réglementaires. Elle détermine le flux de logements sociaux au bénéfice de la commune et fixe les modalités de gestion des droits de réservation en flux de ces logements entre l'organisme bailleur et la commune. Donc je vous propose d'approuver la convention cadre de réservation des logements sociaux en gestion en flux. C'est une obligation légale quand même. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute convention de réservation de logements en gestion en flux et les documents afférents qui découleraient de sa mise en œuvre avec les bailleurs sociaux présents sur la commune. Enfin, indépendamment de l'obligation, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour nous de gérer des flux que de gérer un lieu précis dans un immeuble précis. Parce que ça nous permet de repasser avec, comme tu l'as dit, donc d'être en flux, ça devrait faciliter pour nous l'orientation vers des familles et des Revellois en particulier qu'on voudrait positionner sur ces éléments-là. Donc c'est plutôt pour nous une belle avancée que cette loi. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci. François, là tu as une longue séquence, oui. En commençant par l'approbation du règlement de voirie communale. Okay. En application de l'article R 141-14 du Code de la voirie routière, la commune envisage de mettre en place un règlement de voirie communale. L'objectif est en particulier de tenir compte de l'évolution du droit et des besoins de la commune, d'unifier les procédures et les modalités d'exécution des travaux sur l'ensemble de la voirie et ainsi d'améliorer la gestion du patrimoine communal. Le règlement de voirie a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du domaine routier de la commune en précisant le cadre d'utilisation du domaine public routier,
fixant les modalités d'exécution des travaux des différents intervenants, définissant les règles d'occupation du domaine public. Il s'applique à l'ensemble des personnes physiques ou morales publiques ou privées qui occupent le domaine public. Un projet de règlement a été élaboré par les services et a reçu un avis favorable de la commission de travaux en date du 5 juillet 2024. Il a été transmis avec l'ordre du jour du conseil municipal. Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'approuver le règlement de voirie communale. Vous l'avez tous lu? Oui. Vous avez des questions? Non. Non, mais c'est important d'avoir ce règlement pour obliger les intervenants sur notre voirie. Enfin, on voit tous que quand ils passent, après c'est un peu compliqué, hein, les tranchées qui s'affaissent, des éléments là-dessus. Donc c'est important d'avoir un règlement de cette nature-là. Oui, ah bah, il est à notre main. Il est à notre main, oui. Il est à notre main. Bien sûr, bien sûr. C'est un document que nous, on a élaboré et qu'on va imposer aux intervenants, bien évidemment, pour mettre encore plus de rigueur sur la façon dont ils exécutent des travaux qui nécessitent de passer sur le domaine public et notre voirie en particulier. Pas d'autres questions? Qui est pour? Merci. J'en profite pour dire qu'on met un peu de pression sur VNF en particulier, qui est en train de trouer consciencieusement le bord de la rigole, que ce soit sur la voirie ou sur les chemins là-dessus pour passer la fibre, pour gérer les ouvrages, les écluses en particulier. Donc on a un œil particulièrement ouvert pour qu'à la fin des travaux, la remise en état soit à l'initial. Voilà. Donc, oui, monsieur le sénateur. Non, simplement dire qu'on fait une réunion ici avec VNF dans quelques jours, dès l'instant où le directeur général de VNF a quitté les lieux. Et le nouveau doit intervenir la semaine prochaine. Et dès l'instant où il est en place, nous le convoquons à Revel avec le préfet et un certain nombre d'élus. Voilà. Ça, c'est sur le dossier de la gestion de l'eau à Saint-Ferréol en particulier, hein, qui nous occupe depuis un certain nombre d'années, mais sur la remontée du niveau du lac, bien évidemment, du lac de Saint-Ferréol, mais là, sur la voirie, le tirage de la fibre est inadmissible à date de la façon dont ils ont laissé l'état de la rigole et l'état du bord dessus. Donc, il va falloir que les entreprises qui sont intervenues, une fois que les travaux seront finis, prévu pour fin septembre, donc c'est demain ou après-demain ou lundi, à partir du 1er octobre, il y a une réunion de réception sur laquelle je pense que tu es là, tu y es François. Et voilà, on remet à l'idéal, on recomble ce qu'il y a à combler. Bon, sachant qu'il y a deux choses importantes, c'est quand on fait ce type de tranchée, il y a l'instant T et il y a 6 mois après. Et on sait qu'à l'instant T, ça va s'affaisser. Donc l'important, c'est de les faire revenir à 6 mois, 9 mois plus tard, pour qu'ils viennent refaire, recombler, etc. Donc voilà. Mais voilà, VNF, ou l'entreprise qui a mandaté VNF est un peu sauvage sur ses interventions. Du coup, je ne sais plus si on a voté ou pas. Non. Bon. Qui est contre? Donc, pas d'abstention. Merci. Alors, tant que tu as le micro, sur la dénomination des cimetières. Oui. Non, de la voirie communale. Pardon, j'ai sauté la mise à jour du tableau de classement de la voirie. Non, voilà, moi je reste sur la voirie. Oui. Les cimetières, on en a parlé tout à l'heure. Le tableau de classement des voies communales a été approuvé le 21 décembre 2017 en conseil municipal. Depuis cette date, la commune a délibéré au cas par cas sur des procédures de classement ou déclassement du domaine public communal, de transfert de voies privées dans le domaine public ou de création de nouvelles voies. Il convient donc d'actualiser le tableau de la voirie communale en fonction du cadre juridique, à savoir les voies communales à usage de voies et de places, elles appartiennent au domaine public de la commune. Ces voies sont par nature imprescriptibles, sauf à procéder à une désaffectation et à un déclassement. Les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune et qui sont affectés à l'usage public, mais sans obligation d'entretien. Je vous propose d'approuver la mise à jour du tableau de classement des voies communales. Je ne vais pas vous lire toutes les voies, d'accord? Parce que sinon, on y est encore demain. Donc voilà, j'ai
Vous l'avez regardé, vous l'avez vu. Quelqu'un est contre? Y a-t-il des questions, pardon? Non? Cette compétence étant revenue, je vous le rappelle, à la commune, après être passé à l'interco un certain nombre d'années. Bon. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est pour? Merci. Donc là, Christelle, tu attaques avec les cimetières sur la dénomination. Donc, afin de mieux identifier les différents cimetières de la commune et d'être en conformité avec la base d'adresse locale, il est proposé de dénommer les cimetières de la commune de la manière suivante. Cimetière Notre-Dame, celui situé 19-21 avenue Notre-Dame. Cimetière du Padouvin, celui situé 19 avenue de Vaudreuil. Cimetière Ferriol, celui situé 845 chemin de la Landelle Haute. Cimetière de Coufinal, celui situé 6 chemin d'Ambouillet. Cimetière de Vore, celui situé 15 avenue du Pont du Sort. Cimetière de Dreuil, celui situé 7 allée des Tilleuls. Et enfin, cimetière de Saint-Pierre, celui situé 230 chemin de Saint-Pierre. Je vous propose donc de dénommer les cimetières comme je viens de les dénommer maintenant. Vous voyez qu'on n'a pas été très créatif, mais ce n'était pas le but de perdre les gens pour aller d'un cimetière à l'autre. Coufinal, c'est Coufinal. Bon, c'est bon. Cimetière aussi, grand cimetière, vieux cimetière. Donc voilà, ça permet un peu compliqué. De remettre un petit peu de nom là-dessus. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver. Donc, qui est pour? Qui est pour, oui. Du coup, merci. Merci. Et on affichera ces noms sur les cimetières, là aussi, est important de le rappeler. Et on attend avec impatience que l'herbe pousse pour avoir le tapis végétal sur les allées. Ça va pousser, je dis ça pousse. Voies et lotissement, les dénominations de voies. Donc je continue. La réalisation de nouveaux lotissements ou ensembles immobiliers entraîne la création de voies qu'il convient maintenant de dénommer. À ce titre, je vous invite à adopter les propositions suivantes. Le lotissement Le Clos de la Farguette, dénommé l'unique voie impasse des Baliveaux, dont l'accès se situe au niveau du 51 avenue de Castres. Le lotissement La Prairie Verte, de dénommer la seule voie du lotissement la Boucle des Feuillades, dont l'accès se situe au droit du 585 chemin des Prairies. Voilà. Une question? Ben oui, tu vas nous dire ce que c'est que des baliveaux. Les baliveaux, ce sont de jeunes arbres, en fait. Voilà. Et comme on était à côté de la pépinière à Pagès, eh ben on a trouvé judicieux de l'appeler baliveau. Voilà. C'est un peu plus poétique que d'autres noms. Oui, merci de le rappeler. Merci à la commission qui réfléchit à ces noms. Donc, je pense qu'il faut le voter. Eh bien oui. Alors, qui est pour? Merci beaucoup. Merci à vous et rendez-vous pour d'autres aventures sur ces sujets-là. Convention de partenariat avec Néo-Silver. À la place de Jérôme Garcia, je vais traiter le point. La commune de Sorèze nous a contactés, et la maison Sport Santé en particulier, en vue de nouer un partenariat avec la plateforme de prévention senior Néo-Silver pour organiser des ateliers d'activité physique adaptés pour la prévention de la chute et de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées, entre octobre 24 et janvier 2025. Comme on a pu le signer avec d'autres organismes, assureurs, entreprises, etc., on vous propose de signer une convention qui permette de toucher dans le cadre de la mission Sport Santé, de la maison Sport Santé, une subvention de 840 € qui correspondra au temps d'intervention de notre agent pour faire ces éléments-là avec un double effet. C'est continuer d'élargir la mission de la Sport Santé, la faire connaître et au passage amortir un petit peu les coûts de tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est pour? Merci. Et on continue de consolider notre maison Sport Santé.
Martine, de nouveau. Oui, donc en préalable, je vous rappelle qu'on a voté en conseil communautaire en juillet dernier l'évolution donc de l'office de tourisme intercommunal en agence d'attractivité et tourisme par, je vais dire, évolution des statuts de l'EPIC qui gère toutes ces missions, et cette agence d'attractivité et tourisme reprend l'office de tourisme actuel avec toutes ses missions et accueil du public notamment. Par ailleurs, donc, vous savez que le Beffroi et la Halle vont faire l'objet de travaux de restauration qui débutent mi-octobre. Et nous avons été dans l'obligation de déplacer à la fois le bureau d'accueil de l'office de tourisme qui était au rez-de-chaussée, enfin qui est encore au rez-de-chaussée, et les bureaux administratifs qui étaient dans les étages. Et donc, nous avons pu mener des réflexions avec l'association Sylvéa qui gère le meuble au 11-13 rue Jean Moulin et trouver donc un partenariat entre donc Sylvéa et l'office de tourisme pour retrouver des locaux. Donc l'office de tourisme à partir du 12 octobre va ouvrir au public dans les locaux du meuble actuel et donc dans un accueil avec des locaux partagés entre le personnel de l'office de tourisme et du meuble, y compris la boutique sera mitoyenne à celle du meuble. Et nous avons dans l'enceinte du meuble également au premier étage des locaux qui ont pu être aménagés aussi par la commune afin de créer des bureaux administratifs pour l'office de tourisme, donc en remplacement de ceux occupés au Beffroi aujourd'hui. Voilà, et donc de ce fait, il y a une convention d'ailleurs depuis février 2022 entre la commune et l'intercommunalité de manière à refacturer certaines charges dont l'énergie, donc par la commune à l'intercommunalité, puisque c'est la compétence tourisme est à l'intercommunalité, donc il y a lieu de refacturer les charges d'énergie supportées par la commune. Et donc cette convention va faire l'objet d'un avenant puisque le lieu va changer. Ce sera donc au 11-13 rue Jean Moulin dorénavant. Et il y sera rajouté l'entretien des locaux, le nettoyage, le ménage qui va être effectué, comme c'est le cas aujourd'hui, par la commune. Voilà, donc c'est un avenant de changement de lieu principalement entre la commune et l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, donc je vais vous demander d'approuver cet avenant donc, afin de mettre à jour les locaux occupés pour l'office de tourisme intercommunal. Qui est pour ? Merci. Donc, en l'absence de Marielle, je vous propose de parler du rapport annuel de délégation du service public de notre cinéma municipal Cinéjet. Bon, je voulais juste, sans vous relire l'exhaustivité du rapport que vous avez eu, il y a une quarantaine de pages, juste 3-4 points qui me semblent importants de signaler de façon globale. En termes d'entrées, on est à 30 729 entrées pour l'année 2023. C'est un plus 8% par rapport à l'année 2022. Au niveau national, ce rebond était plutôt de 19%. Alors on sait qu'on a eu le cinéma fermé pendant 2 semaines pour des causes de travaux sur la toiture qu'il fallait absolument mener, qu'on a essayé, et je remercie à nouveau les services municipaux parce qu'on a minimisé les temps d'intervention pour aller au plus vite pour faire ces travaux. Donc ça repart à la hausse. On n'est pas encore aux 42 ou 43 000 qui étaient comme au niveau national avant la crise du Covid, qui était pour nous un peu plus au-delà de 41 000 spectateurs par an. On a projeté 245 films pour 1102 séances. Vous voyez qu'il y a un nombre important de séances qu'ils ont fait, pratiquement 2,5 par jour. 35 films sont sortis en sortie nationale. 15 en avant-première, c'est-à-dire qu'il y a quand même 50 films qui ont été vraiment au fur et à mesure que ça arrivait. On a un tarif moyen qui est de 5,20 €, ce qui est comparativement à la moyenne nationale inférieur de 25%. Et par rapport au cinéma des grandes métropoles ou des grandes villes à côté, très très décroché, et tant mieux, et on insiste, et ça fait partie des éléments qu'on impose dans notre concession. On dit souvent qu'il n'y a pas une programmation, mais il y a eu quand même 150 titres
art et essai, c'est-à-dire 61% de la programmation des films. Il y a eu 435 séances, toujours art et essai, pardon, c'est 40% des séances, et avec un public qui suit, puisque sur les 30 000 entrées, 19 900 l'ont été dans ces séances-là. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai public art et essai, et je pense que c'est important de le redire, parce que de temps en temps, certains me disent « Ouais, mais non, votre programmation… » Non, non, la programmation est éclectique par rapport à ça. On a, et vous les avez dans le rapport, beaucoup de dispositifs pour accueillir nos jeunes, avec 3 ou 4 dispositifs différents qui est intéressant. On a, et je dois les remercier, l'association Les Hallucinés, qui tous les dimanches anime avec des séances spécifiques, des conférences, etc., et qui permettent d'apporter un plus et de ne pas être uniquement une projection par rapport à ça. Donc voilà pour quelques chiffres en termes d'activité. En termes financiers, et pour expliquer aussi pourquoi on a intérêt à concéder pour absorber des frais fixes qui seraient autour, mais notre chiffre d'affaires c'est 165 000 euros, j'arrondis, hein, avec une location de films à 64 000 euros, c'est-à-dire que sur ces 165, il y a 100 000 en net qui restent, et on n'a pas commencé à payer ni le personnel ni les charges externes. Ce qui veut dire que en termes de résultats, on a le concessionnaire, hein, puisque c'est pas nous directement, a un résultat négatif de 26 000 euros. Et on verra, il y a un point suivant, puisqu'on dans la convention on avait prévu suivant un certain palier de spectateurs, on devait abonder avec une subvention spécifique, et ce palier est à 32 000 euros pour en parler de suite. Donc voilà, donc ça, vous avez beaucoup plus de détails, puisque on a, je dois dire, le rapport très exhaustif du concessionnaire, puisqu'on a les entrées par film, on a tous les films projetés là-dessus, donc je ne vais pas les reprendre là-dessus, mais je crois qu'on peut se féliciter de notre concessionnaire. L'avenir dira à qui on le redonne suivant ce qu'on a voté, mais je pense que VO Cinéma fait du bon boulot de proximité et en termes de présentation, de projection et de qualité là-dessus. L'année 2024, on a les premiers chiffres qui sont plutôt corrects et repartent à la hausse. La difficulté qu'ils ont eue en 2023, c'est qu'il y avait assez peu de films blockbusters, comme on dit, et cette année, avec un petit truc en plus, avec le Comte de Monte Cristo, avec ce type... alors j'oublie toujours le nom du film pour les enfants, mais qui va revenir, peu importe. Vice versa. Merci beaucoup, Catherine. On a eu une fréquentation. Oui, on l'a pas vu, mais on aimerait bien le voir. On a eu une fréquentation plutôt bonne là-dessus, et voilà. Donc, on n'a pas voté, mais de prendre acte. Et je vous demande de prendre acte de ce rapport, est très très intéressant à lire, bien évidemment. Au moins autant que la voirie et les rues. Voilà pour ce point-là. On reste toujours sur VO Cinéma, et dans la convention qu'on a avec VO Cinéma, il est prévu que l'on accorde une subvention de 9 000 euros si le nombre dans une année considérée de spectateurs est inférieur à 32 000. Je vous ai cité le chiffre de 30 729, donc on est dans le cadre de cette convention. Donc c'est 9 000 euros qu'il convient de voter pour la subvention au titre de 2023, sachant que, je vous ai dit, le déficit d'exploitation pour le concessionnaire de 26 000, ce qui permet d'absorber pour VO Cinéma une partie de ce déficit. Des questions là-dessus? C'est l'application de la convention, hein, ni plus ni moins. Donc ça fera partie des éléments, comme je disais, qu'on pourra regarder à la marge, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, le jour où on va relancer le cahier des charges après mars 2025, pour la période après mars 2025, c'est peut-être ces éléments-là qu'il faudra réadapter un petit peu par rapport à ça. Mais il est important toujours d'avoir un opérateur de ce cinéma. Je pense que voilà, il faut remettre ces 9 000 euros en regard du service rendu à la population pour ce service-là, qui évite d'aller à Castel, à Castres, par rapport à ça. Donc c'est ce rapport-là. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments, des remarques?
Non. Donc, qui est pour? Eh bien, merci de cette belle unanimité. Point suivant, c'est de nouveau François avec la RAC et le rapport de la RAC. Un rapport aussi intéressant que celui du cinéma, donc vous l'avez tous lu, bien évidemment. Donc je vous rappelle que depuis 2011, la commune est actionnaire de la SPL ARAC Occitanie, dont l'objet est notamment l'étude et la réalisation d'opérations de construction. Conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la SPL ARAC a transmis à la commune, le 30 juillet 2024, le rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal. Un exemplaire de ce rapport vous a été transmis avec l'ordre du jour. Donc, je ne vous demande pas si quelqu'un est pour ou contre, mais simplement de prendre acte du rapport d'activité de la SPL ARAC. Y a-t-il des questions? Et là aussi, le rapport est intéressant parce que ça décrit certaines opérations qui peuvent être faites par cette SPL sur d'autres villes et ça peut donner des idées de façon importante. Et je vous rappelle qu'on utilise l'ARAC, en particulier en ce moment, pour la réfection et la réhabilitation de l'école maternelle Roger Sudre, là-dessus. Donc, c'est quand même des vrais pros. Oui, on était avec eux ce matin encore pour débattre sur la maîtrise de l'œuvre. Donc, voilà. On prend acte. Merci. Merci. Dernier point à l'ordre du jour, c'est les informations que je vous dois conformément à l'article L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. À la suite des délibérations prises en conseil municipal, j'ai reçu les délégations dans plusieurs domaines. À ce titre, je vous informe avoir déposer une demande de subvention pour l'accompagnement de la maison sport santé d'un montant de 20 000 € auprès de l'Agence nationale régionale de santé, l'ARS, d'une demande de subvention pour les travaux de la tranche 1 de la restauration de la halle du Beffroi d'un montant de 257 515 € auprès de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Et là, je voudrais profiter de ce moment pour remercier Alain Magnien, qui a travaillé de façon ardue avec la Fondation du patrimoine, qui les a reçus, chouchoutés, et qui s'est traduit par une somme allouée de 500 000 € qui a été dévoilée dans le cadre de la Fondation Berne du patrimoine. Bon, 500 000 € de dotation. C'est quelque chose de très, très, très important. Donc, merci aux agents qui s'en sont occupés. Et merci à toi, Alain, d'avoir suivi ce dossier, déposé ce dossier et fait tout l'accompagnement nécessaire là-dessus. Et là aussi, j'en profite pour dire un point qui nous a paru intéressant, parce que quand on a demandé lors du dévoilement pourquoi le montant maximum sur Revel, il nous a été dit, bah, écoutez, vous bougez. Le fait que vous ayez demandé ou fait une participation qui, je le rappelle, est libre et consentie, et que cette dotation soit, et cet abondement par les Revellois et d'autres que des Revellois à hauteur de un peu plus de 60 000 € au moment où nous parlons, a été un des critères qui, pour nous, est important, parce que ça montre que votre population est attachée au bâtiment, et ça nous a permis de booster le montant de 500 000 €. Donc, on a été critiqué quand on a ouvert cette souscription, mais voilà aussi ce qu'il faut savoir dire et avoir en tête, que oui, on n'oblige personne, mais le fait de faire ça permet d'être perçu comme un territoire qui se bouge et qui va chercher et qui n'attend pas forcément tout ce que vient de l'extérieur. Donc, vas-y Alain, si tu veux. Juste pour vous dire qu'à ce soir, on est à 110 donateurs pour 66 070 €. Donc ça fait donc 566 070 €. Et que la souscription continue, notamment pour l'année fiscale 2024. Voilà, c'est ouvert, on n'oubliera pas de le rappeler. Donc pour 2024, et ça continue aussi en 2025. Donc voilà. Non mais merci très sincèrement, Alain, d'avoir consacré du temps pour cet accompagnement.
J'ai fait aussi une demande de subvention auprès du conseil départemental de Haute-Garonne pour le fonctionnement du contrat local d'accompagnement à la scolarité, le CLAS, pour l'année scolaire 2024-2025 d'un montant de 5 400 €. Une autre demande de subvention pour la fourniture et la pose de signalétique sur les sentiers de randonnée inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée d'un montant de 3 114 auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne. Qu'on a fixé les tarifs pour le concert de rap de l'artiste Leïs qui s'est déroulé le samedi 21 septembre dans le cadre du festival Macadam. Adultes 5 €, jeunes de 10 à 18 ans 2 €. Et vous voyez qu'on fixe des tarifs là aussi le plus abordable possible. Qu'on a déposé une plainte pour intrusion et dégradation à la piscine située chemin de la Perque, et qu'on a attribué des concessions funéraires. Vous me permettrez de ne pas citer le nom de la personne à qui on a attribué cette concession. Y a-t-il des questions? Des demandes d'intervention? Oui, vas-y, tu as le micro. On a parlé des travaux du Beffroi et donc effectivement du fait que les premiers travaux devraient commencer mi-octobre. On aura donc, je voulais juste, puisqu'il y a la presse et les caméras, rappeler que le marché de Revel continue de fonctionner sous la halle centrale, donc sous les 3/4 de la halle, et que les commerçants concernés seront déplacés rue Marius-Audouy à partir donc du samedi 19 octobre pour les premiers 4 mois. Voilà. Merci, merci à toi. C'est important de le dire et de continuer à le dire. Et c'est d'ailleurs une difficulté de ce chantier, c'est de continuer à faire vivre notre marché pendant ce temps. D'autres demandes d'intervention? Sinon, je vous souhaite un bon week-end et merci de votre présence.